Salam alaikum. Marhaba bikum. Alors, sur l'initiative de notre professeur, M. Badr Al-Qousso, nous organisons aujourd'hui cette table ronde, si je peux l'appeler comme ça, même si elle est triangulaire. Nous organisons ce débat, ou cette table ronde, pour débattre de certaines questions et surtout pour essayer de répondre à vos questions, des questions que vous avez souvent posées au cours des heures de cours. Et c'est sur l'initiative de votre professeur, et pour ne pas vous faire perdre votre temps en temps normal, il a proposé qu'on organise cette table ronde. Donc je le remercie et je vous invite à participer à cette séance de travail, à ce débat, pour éclairer vos lanternes sur tout ce qui vous préoccupe. Soyez à la hauteur, soyez raisonnable, et merci. Merci à M. Badr d'avoir organisé ça. Justement, remercier M. le directeur, M. Khoja, parce qu'effectivement, donc c'est plutôt pas mon initiative, mais plutôt l'initiative, c'est l'initiative des étudiants, surtout ceux du premier bac. Donc ce sont eux qui posent souvent beaucoup de questions, et du coup, on s'est arrangé pour créer cette activité, d'accord? Donc c'est une sorte de conférence et de débat. Donc on va certainement vous proposer de faire, donc c'est un apprentissage, c'est pas la même chose que vous ayez en cours, d'accord? Quand on pose une question, par quoi on répond? Quel est l'outil qui est à ma disposition pour que je puisse répondre? Difficile à savoir. En fait, c'est votre cerveau. Vous allez voir que vous, en entier, vous vous résumez à votre cerveau. Donc tout ce que vous faites, c'est votre cerveau qui le fait. Tous vos mouvements, vos actions, quand vous apprenez, quand vous êtes en cours, tout se passe par le cerveau. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cette conférence sur le cerveau. Je sais que ça peut paraître difficile, parce qu'on va toucher à quelque chose qui est la plus énigmatique, d'accord? C'est très énigmatique, on ne connaît pas grand-chose. Mais j'ai essayé de le simplifier au maximum. Pour que vous puissiez comprendre, on va pas faire que de la théorie, on va faire des tests, de la pratique, d'accord? Pour mieux comprendre comment notre cerveau fonctionne. D'accord? Donc sans plus tarder, je vais commencer par l'anatomie de votre cerveau. Donc, comme vous avez l'habitude avec moi en cours, par quoi on commence? Hein? Quand on commence un cours, par quoi on commence? Par avant le rappel. Un nouveau cours. Le titre. C'est ça? Donc on commence par le titre. Ça veut dire quoi le titre? C'est toujours ce genre de questions que je vous pose. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous? D'accord? Le titre résume la leçon. Bien sûr. Donc là, je vais vous poser la même question. Vous connaissez le titre? Alors, le titre de la conférence, c'est les pouvoirs de votre cerveau. Est-ce que ça vous intéresse de le savoir? Vous voyez qu'il y a l'intérêt. Mais qu'est-ce qu'il manque? Un peu plus de motivation, oui, d'envie. D'accord? Donc, premièrement, on va commencer par tout ce qui est simple, de savoir de quoi notre cerveau il est constitué. Donc, on va voir un peu de médecine, pour les gens qui vont faire un peu de médecine. Après, ça sera un petit cours de médecine. Donc, on va voir un peu notre cerveau, son anatomie, de quoi il est constitué. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, c'est le principal organe de notre système nerveux. D'accord? C'est le principal organe du système nerveux. Donc le système nerveux, c'est quoi? On regarde l'image. Le système nerveux, en fait, il y a le corps,
tous les organes qu'on connaît, le cœur, les reins, l'estomac, d'accord? Vous connaissez tous vos organes. En fait, tous vos organes sont connectés à travers des câbles, comme une sorte de câble. C'est ce qu'on appelle les nerfs, d'accord? Il y a des nerfs dans notre corps. Ils sont connectés partout, partout dans notre corps, partout, dans tous les recoins. D'accord? Ces nerfs-là, ensuite ces câbles, on va les considérer comme des câbles. Si vous avez des câbles réseau, vous connaissez les câbles réseau. Donc c'est comme si on avait des câbles réseau, plusieurs câbles à l'intérieur de nous-mêmes. Et en fait, ils sont connectés à ce qu'on appelle la moelle épinière. La moelle épinière, c'est ce qu'on a dans la colonne vertébrale. En fait, c'est comme une sorte de conduit qui va faire transférer l'information de nos organes, c'est-à-dire tout ce qu'on sent, vers notre cerveau. D'accord? Et donc, le cerveau, ce qu'on a le langage commun d'utiliser comme cerveau, c'est tout juste cette partie-là, ce qu'il y a à l'intérieur du crâne. D'accord? Donc, ce petit cerveau, il a la taille d'un chou-fleur. Comme quoi, dans la nature, on va toujours représenter, on va toujours trouver dans la nature chaque chose qui existe dans notre corps, chaque chose qui existe, qui est relative à notre vie, on va trouver un exemple dans la nature. Donc ce qui va nous faire dire que quel est le meilleur moyen pour apprendre? C'est la nature. Le meilleur moyen pour apprendre, c'est la nature. On verra ça. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, vous avez un chou-fleur ici et un cerveau là. Donc vous voyez la ressemblance? Elle est très nette. D'accord? Ensuite, lui, il a l'apparence d'une noix de coco. Vous connaissez la noix de coco? Donc quand on ouvre le cerveau d'intérieur, il ressemble beaucoup à une noix de coco. Vous avez une noix de coco, le regard, et votre cerveau de l'autre côté. Donc quand on le regarde de l'intérieur, une grande ressemblance. D'accord? Et même il y a une autre ressemblance dans l'armure. La noix de coco, elle est protégée par la noix de coco. Elle est protégée par son enveloppe, qui est très dur à casser. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, c'est très dur. Donc ça ressemble au crâne. Donc elle est protégée. Les scientifiques l'appellent l'encéphale. C'est-à-dire, si vous allez l'étudier scientifiquement, si parmi vous il y a ceux qui vont faire médecine, ils vont rencontrer ce nom. Donc c'est juste une nommation. Comme on a vu, les noms ne doivent plus me faire peur. Donc l'encéphale, c'est quoi? C'est la structure nerveuse qui est à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc ce qu'on appelle communément le cerveau. D'accord? Et c'est lui qui, ce cerveau-là bien sûr, c'est lui qui va constituer toutes les fonctions, ça serait le siège de votre fonction cognitive. Donc, le mot cognitif, ça peut paraître nouveau pour vous. Quelqu'un le connaît? Non? Donc c'est un terme qui est nouveau. D'ailleurs, il est nouveau parce qu'il est lié à une science qu'on appelle les sciences cognitives ou les neurosciences cognitives. Et c'est une science qui est toute récente. D'accord? Donc, cognitif, c'est tout simplement quelque chose qui est lié à la connaissance. D'accord? Donc notre cerveau travaille avec de la connaissance. Donc on a dit que c'est l'organe le mieux protégé par quoi? Par quoi il est protégé votre cerveau? Par le crâne. Par le crâne. Donc on voit bien qu'il y a un crâne qui est très solide aussi. Vous pouvez essayer. Vous faites pas mal. Donc il y a le crâne qui représente l'armure. Ensuite, à l'intérieur, donc on va regarder notre cerveau de l'intérieur. Donc le crâne, c'est comme si on faisait une coupe à l'horizontale. Une projection, une coupe. Vous allez voir ça l'année prochaine, en maths, comment on fait des coupes, des projections en 3D. Là, on est encore en combien de dimensions? En maths, on est encore en 2. L'année prochaine, vous allez être en 3. Et donc là, vous pouvez déjà imaginer votre cerveau coupé en 2. Et donc là, on va retrouver le crâne. C'est cette partie qui est orange. Sous le crâne, il y a ce qu'on appelle les méninges. En fait, le méninge, c'est comme une éponge. Ce que vous avez à la maison, donc une éponge
une sorte d'éponge qui va protéger notre cerveau de l'intérieur. Parce que le crâne il est solide de l'extérieur et aussi de l'intérieur. Donc du coup, notre cerveau est trop fragile. Donc il y a une couche comme une éponge qui va le protéger contre les chocs de l'intérieur. Ensuite, donc bien sûr, il va assurer le fonctionnement des organes et bien sûr, c'est lui qui va nous permettre d'agir sur notre environnement. Quand vous faites le simple geste de prendre un stylo à la main, c'est votre cerveau qui a fait toute l'exécution. D'accord? Ça vous paraît très simple, prendre un stylo dans la main, n'est-ce pas? Mais inconsciemment, votre cerveau, il a beaucoup travaillé, sans le savoir. Ok? Donc, il faut savoir que son poids représente à peu près 1,3 kg, soit environ à peu près 2% de notre masse corporelle. C'est-à-dire, si vous pesez 80 kg, 70 kg, le poids du cerveau, c'est 1%, 2%. D'accord? Donc c'est très petit. Sauf que, bon, on verra ça après, donc il est constitué de deux hémisphères. Donc si on prend notre cerveau de haut, on va le regarder de haut, la couche supérieure de notre cerveau. Ce qu'il y a là, à l'intérieur, en haut, elle est divisée en deux. Deux hémisphères. Un hémisphère gauche et un hémisphère droit. Et paradoxalement, l'hémisphère droit s'occupe de la partie gauche et l'hémisphère gauche s'occupe de la partie droite. D'accord? Donc aujourd'hui, il faut savoir que le cerveau, c'était l'énigme de toute l'humanité depuis sa naissance. D'accord? Depuis la naissance de l'humanité, le cerveau, c'était l'énigme. D'accord? Vous connaissez sans doute la philosophie. Hein, c'est une matière que vous étudiez. Donc la philosophie, elle était là pour répondre à ce genre de questions. C'est quoi le cerveau? C'est quoi le mental? C'est quoi le soi? Le jeu? Le moi? Qui agit? Qui n'agit pas? D'accord? Ça, c'était la philosophie. Aujourd'hui, on va dire, je ne vais pas dire plus de place pour la philosophie, mais je vais dire plus de place pour la philosophie ancienne. D'accord? Pourquoi? Parce que la science, elle a évolué. Et la science, elle a fait des preuves. Aujourd'hui, avec la science, avant la science, je vous donne quelques anecdotes sur le cerveau, on ne connaissait pas de l'intérieur. D'accord? La seule chose qu'on pouvait faire, c'était quoi à votre avis? Avec un cerveau. Est-ce qu'on pouvait toucher un cerveau d'un humain qui est vivant? Non. Non. Donc on attendait qu'il meure, déjà. Il faut avoir son accord. Des fois, même sans son accord. Des fois, c'est bénéfique pour la science. Je peux vous donner un exemple. Le cerveau qui a aidé à comprendre plein de choses sur la science moderne, c'est le cerveau de Einstein. Vous connaissez sans doute Einstein. C'est le mec le plus brillant jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc, quand il est mort, quelqu'un a volé son cerveau. Oui. Le médecin qui était légiste, il a volé son cerveau. Parce qu'il se disait que c'est le plus intelligent, le génie, je dois découvrir quelque chose dans son cerveau. Alors que c'était interdit par la loi de pouvoir utiliser les cerveaux, donc il l'a volé. 20 ans après, il a étudié ce cerveau. D'accord? On va faire un tour de passe-passe, on s'en fout. Mais ce cerveau a été étudié. Donc on a découvert de nouvelles choses. Donc comme quoi, même le fait de faire mal, ça peut faire du bien pour l'humanité. Donc je ne rentre pas dans ce détail. Donc comme je vous ai dit, première des choses, c'était le fait qu'on puisse le voir de l'intérieur. Alors quand on le voit de l'intérieur, un cerveau d'un humain mort, pas trop d'informations. Ce sont ça, des cellules. D'accord? Donc ce qu'il y avait pour les gens pour comprendre comment on fonctionne, c'était que le cerveau lui-même. C'est-à-dire qu'il devait penser, imaginer, comprendre comment le cerveau il fonctionne. D'où la philosophie. Certains voyaient juste, certains voyaient faux. Avec l'avancée de la science, au cours du 19e siècle, en 1860 à peu près, le premier chirurgien à pouvoir analyser le cerveau, c'est le chirurgien Paul Broca. C'est un Français
Donc, comment il a analysé le cerveau? C'est à travers un malade. Donc, un malade, un patient qu'il avait en consultation, cette personne-là n'arrivait pas à parler. Il comprenait, mais elle ne parlait pas. On connaît des cas comme ça. Donc, avant, on ne savait pas c'était dû à quoi. Donc, quand la personne elle est morte, ce monsieur, ce généraliste, ce chirurgien, il a analysé son cerveau et il a découvert comment marche le langage. D'accord? C'était la première approche. Ensuite, la science a beaucoup évolué. Très rapidement même. Vous voyez encore aujourd'hui l'évolution, comment elle est rapide. Donc, elle a évolué et on a pu, aujourd'hui, grâce à l'IRM, vous connaissez sans doute l'IRM, les scanners de cerveau, grâce à la neuroscience, on est arrivé à pouvoir regarder ce cerveau en activité, c'est-à-dire chez un humain qui est vivant. On va savoir à peu près ce qui se passe. Du coup, on a compris plein de choses qui ont remis en question certaines idées fausses de la philosophie, bien sûr qui ont confirmé d'autres, qui paraissaient même lointaines, et vous pouvez être fiers parce que une des théories qui a été confirmée, c'est la théorie de Ibn Khaldoun. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un ancien savant arabe, musulman, et sa théorie, elle est aujourd'hui confirmée par la science. D'accord? Donc, comme quoi il y avait ceux qui voyaient juste, même sans connaître leur cerveau. Ils n'avaient pas beaucoup d'informations comme nous aujourd'hui. Il y a ceux qui voyaient faux. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient mauvais, mais ça veut dire tout simplement qu'ils ont fait le maximum de leur cerveau. D'accord? Donc, à nous aujourd'hui, c'est pour ça que je dis la philosophie n'est pas morte, dans le sens où on va nous-mêmes créer notre propre philosophie, en se basant sur les connaissances que la science a créées. On ne va pas encore cogiter à se dire est-ce que c'est moi le cerveau ou est-ce que c'est... Parce que ça, c'est des questions que la science a répondu. Maintenant, on le sait, on le teste, on le pratique. D'accord? Donc, pour moi, la philosophie, c'est de nous, à nous, notre génération, de pouvoir penser comme eux. C'est-à-dire à penser à quelque chose de nouveau, pas à quelque chose d'ancien. D'accord? Donc, c'est ce que je cherche chez vous, c'est de pouvoir développer chez vous cet esprit créatif. On va penser plus à créer avec notre cerveau plutôt que à le rendre plus limité pour son fonctionnement. Est-ce que c'est clair mon message? Donc quand on a regardé le cerveau en face, première chose on a dit qu'on a découvert, c'est les deux hémisphères. Hémisphère droit, hémisphère gauche. Celui de droite, paradoxalement, il s'occupe de la gauche, il s'occupe de la droite. On fait maintenant une coupe, je viens sur ce que tu as dit, on fait une coupe maintenant, plutôt verticale si on prend le cerveau comme ça. D'accord? Donc on fait une coupe verticale. Sur cette matière qui compose le cerveau. Vous savez, c'est une matière qui est un peu visqueuse. D'accord? C'est comme si vous touchez à un fruit qui est mûr, très mûr. Si vous appuyez fort, qu'est-ce qui va se passer? Ça va plus être bon à manger. D'accord? Donc le cerveau, la même chose. Un cerveau d'humain vivant, si on appuie fort, c'est pour ça qu'il est bien protégé. Mais quand il est mort, on a pu l'analyser. Donc en fait, ce cerveau, il est constitué de quoi? De deux matières. Une matière blanche et une matière grise. D'accord? La couleur, c'est elle qui va donner le nom. Donc on a remarqué, et on le voit très bien, une matière qui est très foncée, on l'appelle la matière grise, qui est la couche supérieure, et à l'intérieur, une matière qui est une matière blanche. Vous vous posez sans doute la question, c'est quoi cette matière? Hein? N'est-ce pas? Il faut savoir que cette matière, c'est tout simplement des cellules. Des cellules comme ce que vous avez ici, dans les bras, des muscles, des cellules vivantes. D'accord? Ils ne sont pas pareils que les autres cellules qu'on a. Ceux-là, ils sont des cellules un peu spéciaux. D'accord? On va voir leur spécialité au fur et à mesure qu'on va continuer dans la conférence. Donc, on a dit matière grise, et c'est ça ce qu'on va appeler le cortex. D'accord? Et c'est ça la matière la plus importante qui a été étudiée, et c'est le plus important pour nous aujourd'hui. Parce que la matière blanche, à l'heure actuelle où je vous parle, elle n'est pas encore étudiée totalement. Et d'ailleurs, le cerveau d'Einstein, d'accord,
l'histoire que je viens de vous raconter, elle concerne cette matière blanche. Donc maintenant, on va commencer à faire une nouvelle théorie, parce qu'on considérait avant que cette matière blanche, elle n'avait aucun rôle, sauf l'alimentation de la matière grise. Maintenant, on sait que cette matière, peut-être qu'elle a aussi un effet. D'accord? Donc la matière grise, c'est notre cortex, d'accord? C'est le siège de notre pensée. C'est-à-dire quand on pense, quand on décide de faire quelque chose, quand on est en cours, là en ce moment, tout se passe dans cette partie de votre cerveau. La matière blanche, on ne va pas trop s'intéresser parce que, comme je vous ai dit, ce n'est pas encore très développé. Donc elle permet, donc c'est elle qui est responsable de la propagation de l'information et c'est elle qui permet la conduction rapide du signal électrique. Hein, ça vous pose pas de problème que vous avez dans votre cerveau du signal électrique? Hein? Et on a un signal électrique dans notre cerveau. Ne l'imaginez pas à 220 volts, sinon vous serez déjà cramé. D'accord? Mais il est de l'ordre des microvolts, du nanovolt. Quelques millièmes de microvolts, on va aller plus sur une dizaine, une centaine de nanovolts. Donc, micro, vous connaissez? 10 à la puissance? Puissance moins 6. Très bien, moins 6. Nano? Moins 9. Moins 9, très bien. C'est qui a répondu là? Oui, Très bien. Alors, donc, en fait, on a des petits signaux électriques et ce sont eux qui sont responsables du traitement de l'information dans notre cerveau. D'accord? L'information. Tout est question d'information. Aujourd'hui, on a conscience de cette information, qu'elle est la plus importante. D'ailleurs même, il y a une guerre d'information à l'extérieur. Chacun dit une chose, l'autre dit l'autre, et il y a de l'information qui est en conflit. Et vous le sentez. Parce que c'est ça les questions que vous posez. C'est vous êtes dans la confrontation du pour et du contre pour chaque idée que vous recevez. Nous, on est grands. On a des expériences de vie. On a su répondre à ces questions, plus ou moins. Mais vous, vous êtes encore jeune. D'accord? Donc vous découvrez ces questions et d'ailleurs, c'est pour ça que vous les posez souvent. Donc maintenant, on va apprendre comment notre cerveau fonctionne. Et si on le comprend bien, forcément, on aura déjà nos propres réponses. D'accord? Donc ces cellules, les deux cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va les appeler les neurones pour la matière grise et les cellules gliales pour la matière blanche. Donc nous, on va se concentrer sur les neurones. D'accord? Entre vous, quelqu'un a connu déjà ce nom? Les neurones? Non? Je vous en veux pas parce que moi, le jour où je les ai connus, j'avais à peu près 24 ans, 25 ans. D'accord? C'était en école d'ingénieur sur un sujet qui n'a rien à voir avec le cerveau. D'accord? Comme quoi, on va voir que ces méthodes du cerveau, ils sont appliquées partout. D'accord? Donc, heureusement pour vous, qu'aujourd'hui, vous êtes en train de déconnaître à cet âge-là. Parce que ça va beaucoup vous aider. Ok? Donc les neurones, on en vient. Il faut savoir que dans notre cerveau, il y a 100 milliards de neurones. Un chiffre énorme. 100 milliards de neurones. C'est-à-dire 100 milliards de cellules. Vous allez dire, c'est beaucoup, c'est ça? Mais ils sont très 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 petits. Infiniment petits. Comme ce que vous connaissez sur la table. D'accord? Ce sont des molécules, des cellules très très petites. D'accord? On a 100 milliards. Ils représentent à peu près 1% du poids, mais par contre, ils consomment 20% d'énergie. D'où l'utilité de bien manger. Si on veut avoir un cerveau sain, il lui faut de l'énergie. Vous voyez, 1% du corps consomme 20%. Les 80% pour tous les 99% du corps qui reste. C'est-à-dire quand vous marchez, vous consommez de l'énergie, quand vous jouez, quand vous étudiez, vous consommez plus. Donc si vous faites un travail de cerveau, vous allez consommer plus d'énergie. D'accord? Donc on a souvent tendance à voir les gens qui travaillent au bureau en se disant que ce sont des feignants, qui ne brûlent pas d'énergie. Mais c'est les gens qui brûlent beaucoup d'énergie. Demandez au programme d'informatique et vous aurez la réponse.
D'accord? Donc, les neurones, une modélisation, si on prend une cellule et on l'agrandit plus qu'1 million de fois. Vous imaginez? Vous multipliez les dimensions par 1 million, voire plus. On va retrouver ce genre de truc. Aujourd'hui, on peut le voir grâce au microscope. Très puissant, on peut les voir. On peut même les voir en modélisation quand ils sont en activité. Ces neurones-là, c'est eux qui constituent tout notre cerveau. Donc, par quoi ils sont composés? Donc, on a un noyau, là, le centre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un exemple dans la nature aussi, comme quoi, pour que vous puissiez suivre ce qui se passe. On va imaginer tous une grande forêt vide. Vous imaginez une forêt vide. Il n'y a rien. Ensuite, on va planter des arbres sans racines. Des arbres, des troncs d'arbres sans racines. Donc le haut du arbre, de l'arbre, il y a comme quelque chose qui va décider. Le haut de l'arbre. C'est le noyau. Donc ici, on peut voir l'arbre, le tronc de l'arbre. Là, on va dire le plafond de l'arbre. Et là, on va retrouver, qu'est-ce qu'on peut penser à ça? Comment on peut le lire? Si on représente un arbre, ça représente? Les branches. Très bien, les branches. Donc on peut les considérer, les dendrites, on va les considérer comme des branches. D'accord? Donc en fait, il y a le noyau, et ce sont les gènes, vos gènes. Ceux que vous avez hérités de vos parents. Vos parents, ils ont hérité de leurs parents. Ainsi de suite jusqu'à le premier homme sur Terre qui est Adam. D'accord? Donc ce sont des gènes qui se transmettent. Vous connaissez tous l'ADN, je suppose. Donc ici, on peut retrouver l'ADN. Il y a les dendrites. Les dendrites, c'est quoi? Ça va représenter, on va dire, ce sont les branches d'un arbre. D'accord? Vous imaginez encore la forêt? Vous avez mis dedans des arbres qui n'ont pas de branches, n'est-ce pas? Maintenant, si on va mettre des branches, qu'est-ce qui va se passer avec les troncs d'arbres? Ils vont se relier. Ils vont se relier, ils vont se connecter entre eux. Et c'est ce qui se passe exactement quand on va mettre 100 milliards de neurones comme ça entre eux. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se connecter, d'accord? À travers l'axone, le tronc de l'arbre, lui qui va établir ces connexions. En fait, on a double connexion. Peut-être que vous ne le remarquez pas en forêt, mais parce que ce n'est pas visible. Si vous prenez un arbre et vous regardez ses racines, ils sont comment? Vous connaissez les racines d'un arbre? Oui, oui. Comment ils sont? Ils sont petits, grands? Grands. Ça dépend. Donc si on prend une forêt et on regarde en bas, Il y a plein. les racines vont se croiser. Donc ça fait des connexions en bas et des connexions en haut. Même principe. D'accord? Les neurones vont se connecter en bas et vont se connecter aussi en haut. Et donc du coup, ils peuvent communiquer entre eux. Donc chacun peut transmettre de l'information à l'autre. À travers quoi? À travers les signaux électriques. Ces petits signaux électriques. Donc les signaux électriques, ça peut paraître un peu difficile, mais c'est le même mode de fonctionnement de votre ordinateur, de cet ordinateur, de votre téléphone portable, de toute l'informatique en gros. Ça fonctionne avec du 1 et du 0. Avec de l'électricité, le courant passe, le courant ne passe pas. D'accord? Quelque chose, c'est un petit cerveau. D'accord? C'est un tout petit cerveau, tout petit minuscule. Parce que c'est le cerveau qui l'a programmé. Ensuite, donc, on a dit voilà, donc, on a parlé des connexions de haut et d'en bas. Donc, l'information, comment elle va se transmettre parmi ces neurones? C'est ça la question que vous vous posez, je pense, en ce moment. L'information se transmet dans les neurones avec la logique. Les étudiants de la première année bac vont comprendre ce que je vais dire en ce moment. Les autres, peut-être l'année prochaine. Donc, quand je parle de logique, est-ce que vous connaissez les tables logiques? Oui. Oui. Donc les tables logiques, c'est votre cerveau. C'est la même manière comment il fonctionne. Vous vous rappelez de l'exemple que je vous ai donné en cours de la logique?
C'est quoi l'exemple? Sur les opérateurs et où? Le jus. Hein? Le café. Très bien, le serveur. Quand on est au café. Donc, quand on est au café, vous voyez, donc on peut prendre cette situation. Ok? On va aller au café, on va demander au serveur un café et un jus. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer en ce moment dans le cerveau du serveur? Je vais vous dire rapidement, parce que ça se passe plusieurs choses. D'accord? Donc, premièrement, il va écouter ce que vous avez dit. Il y a une partie du cerveau qu'on va voir juste après. Chaque partie elle est responsable de traitement de l'information spéciale. C'est-à-dire une partie qui va écouter ce que vous avez dit. Quand il va l'écouter, ce sont des neurones qui vont s'activer. Ils vont transmettre cette information avec de la chimie. D'accord? Ce sont des molécules qui vont transmettre le courant, soit du 1, soit du 0. D'ailleurs, c'est comme ce qu'on a dans les tables de logique, table de vérité. Le 1 et le 0. Donc en fait, donc ces tuyaux-là, on va dire ces racines-là, ils vont communiquer en passant tout simplement l'information 1, vrai, faux. Donc qu'est-ce qui va se passer dans la tête du serveur? Il va arriver, il va dire, j'ai écouté café et lait. Donc une partie du cerveau qui va aller chercher le café, donc il va regarder, il ouvre le tiroir et il va voir plusieurs produits. Donc sans sa vue, la vision va analyser rapidement tout ça, ce que je vous dis, ça se passe dans le millier de seconde. Le temps que je termine ma phrase, il vous a ramené le café. D'accord? Donc lui, il le fait rapidement. Nous tous, d'ailleurs, on le fait rapidement. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va se dire... Alors, qu'est-ce qu'il va se dire? Est-ce qu'il y a le café? Donc, vous imaginez la boîte de tiroir qui ouvre? Il y a du café, il y a du thé, il y a de la camomille, par exemple. J'en sais rien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va se dire? Son cerveau, il va se dire, à votre avis, il y a le café, il va noter le 1 ou le 0 pour le café? Le 1. Ça veut dire qu'il dit, le café, il existe. S'il n'y avait pas le café, qu'est-ce qu'il va faire son 0? Il va donner 0. D'accord? Donc, il a trouvé le café, il a dit 1. D'accord? Il va chercher l'autre côté. Le jus. Il va chercher, bien sûr, les oranges. Est-ce qu'il y a? Ça va donner soit 1, soit 0. S'il y en a des oranges, il va dire 1. S'il y a 0, il n'y en a pas. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'il va? Donc ça, ce sont les assertions. Vous vous rappelez des assertions qu'on a vues? 1, 0. Vrai, faux. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire entre eux? Qu'est-ce qu'on a appelé ça en logique? Des opérations entre les assertions. Donc il va se dire, il y a du café, 1. Il n'y a pas du jus, 0. Le et, ça fait 0. Il va revenir vers son cerveau. Je ne peux pas faire ça. Les neurones, ils étaient là quand on avait 2 ans. Mais est-ce qu'on savait faire quelque chose? Non. Maintenant, vous savez manger. Vous savez bouger. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez développé? Qui a dit? Des connaissances. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on développe quand on grandit? Des connaissances. On va connaître comment on va marcher. On va connaître comment on va boire. Des connaissances qu'aujourd'hui vous trouvez futiles. Oh, comment je vais boire? Bon, ça, c'est un truc que je fais chaque matin. Alors, vous demandez à un petit bébé comment il boit, vous allez s'en apercevoir qu'il a beaucoup de mal pour boire. Vous étiez aussi comme ça un jour. Mais à force, on va apprendre, ça va s'enregistrer quelque part, on verra bien où ça s'enregistre, et du coup, ça devient quelque chose qu'on fait sans penser, sans réfléchir, sans savoir même ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, pour que ce cerveau puisse créer ses branches, il a besoin de connaissances. Et nous aussi, pour le comprendre, on a besoin de connaissances aussi. Alors, du coup, pour comprendre le cerveau, il y a une science qui est née dans le siècle d'avant, dans le 20e siècle. Aux alentours, donc après la Deuxième Guerre mondiale, aux alentours des années 60,
une nouvelle science est apparue, et c'est ce qu'on appelle les neurosciences. Les neurosciences. Vous avez la physique, vous avez les maths, vous avez les sciences naturelles, d'accord? Plein de sciences. Et une nouvelle science qui est nouvelle, ce sont les neurosciences. Donc qu'est-ce que c'est ces neurosciences? C'est la science tout simplement qui étudie scientifiquement, pas philosophiquement, je dis bien scientifiquement, c'est-à-dire une étude qui est basée sur des faits, des expériences, le système nerveux, tout le système nerveux. Donc le but de comprendre ce système, ça va aller pour traiter du traitement des malades. Quand on a des malades qui ont des maladies dans leur cerveau, on va pouvoir leur trouver des solutions. D'accord? Et ça va aller jusqu'à notre quotidien. Des choses qui sont très basiques dans notre quotidien. On va étudier sa structure, son fonctionnement, et cette science-là, elle s'applique, comme je vous ai dit, dans plusieurs domaines, dans la biologie, dans la chimie, ça va vous étonner, dans les mathématiques aussi, d'accord? C'est comme ça que j'ai rencontré la première fois le mot neurone, c'est dans une matière qu'on appelle l'analyse de données. C'est beaucoup de statistiques, beaucoup d'informatique, d'accord? J'étais étudiant, ok? Le prof est venu, il a proposé 5 projets. Et le 5e, il a dit, ce projet-là, c'est le projet le plus difficile. D'accord? Bon, il y a certainement d'entre vous qui me connaissent un peu, d'autres pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Je prends toujours des défis, mais qui sont supérieurs. Et du coup, qu'est-ce qui me venait à la tête? De prendre ce projet-là. Du coup, ça m'a été bénéfique. D'accord? J'ai cherché, j'ai compris ce que c'est les neurones, j'ai travaillé mon projet, et le plus intéressant, c'est quand je suis venu pour exposer mon projet, d'accord? C'est pas la même chose que ça, c'est plus des mathématiques inspirées des neurones. Quand je suis venu exposer mon projet, l'avantage, c'est que les profs qui me contrôlaient ne connaissaient rien au sujet. Donc du coup, j'étais le seul à connaître. Donc du coup, j'ai eu mon nom. Parce qu'ils comprenaient rien. Je peux dire n'importe quoi, ils ne comprenaient rien. D'accord? Mais en même temps, j'ai compris que cette méthode, en fait, elle s'appelait les réseaux de neurones, c'est une méthode de prévision. On utilise beaucoup ça dans les bourses. D'accord? Donc c'est une méthode de prévision et j'ai compris, parce qu'il y a plusieurs méthodes qu'on utilise. Et celle-là, bizarrement, elle donne les meilleurs résultats. En fait, on l'a programmé de la même manière qu'on a programmé un neurone, mais en fait, une fois qu'on lance l'opération, on ne maîtrise plus rien. On ne sait pas ce qui se passe dans le modèle. Et donc on va l'appeler une boîte noire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'elle nous donne un bon résultat. Donc elle permet de bien prédire les choses. D'accord? Donc on comprend que c'est la meilleure méthode, comme notre cerveau d'ailleurs, mais on ne sait pas comment elle a fait. Mathématiquement, vu qu'il y a trop grand nombre d'opérations, les gens qui l'ont programmé ne savent pas comment elle fonctionne exactement, et ils ne peuvent pas prédire ce qu'elle va faire. D'ailleurs, même nous les humains, là, à l'instant où je vous parle, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Votre cerveau, ce qu'il peut vous dire à chacun. D'accord? Donc, elle est employée en économie, en finance, en marketing, en droit, en intelligence artificielle, dans plusieurs secteurs. En fait, moi je vois en elle, c'est la science de l'avenir. D'accord? Donc, souvent présentée, quand on va la rencontrer, on va rencontrer des mots comme ça, les neurosciences cognitives, les sciences cognitives, des mots qui sont liés aux neurones ou à la connaissance. Donc la cognition, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, la cognition, le cognitif, ce qu'on a vu au début, ce qu'on vient de voir là, ça veut dire, tout simplement, c'est l'ensemble de tous les processus mentaux, d'accord, qui se rapportent à la fonction de connaissance. C'est-à-dire, quand je vais apprendre quelque chose, là vous êtes en train d'apprendre quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? D'accord? Donc cette science va étudier de A à Z ce qui se passe dans votre cerveau quand vous avez de la connaissance devant vous. N'importe quel type de connaissance. Donc elle va s'occuper de la mémoire,
D'accord? Elle va s'occuper de l'apprentissage, du langage, du traitement des émotions, du raisonnement, de l'intelligence, de la résolution de problèmes, la perception, l'attention. Donc vous voyez que ces champs, ils sont divers. Pour arriver à la fin, à la prise de décision, parce que c'est là le but. C'est qu'à la fin, on est obligé de prendre de décision. On est obligé de dire à notre cerveau, tu le fais, tu le fais pas. Obligatoire. Il va penser, il va vous poser la question. Je le fais ou je le fais pas? Je vais à l'école le matin ou pas? Je me réveille, je suis fatigué, il y a une question qui me taraude. Est-ce que j'y ai? Est-ce que je vais y aller ou pas? N'est-ce pas? D'accord? Donc vous êtes obligé de prendre une décision. De dire oui je vais ou bien non j'y vais pas. Donc le but, c'est de comprendre tout ça pour arriver à prendre quoi? La bonne décision. Parce que c'est ce qui est le plus important. Si on prend une mauvaise, on est perdu. Donc le but à la fin, c'est de prendre des bonnes décisions. Donc moi, j'ai sélectionné 4 grands thèmes, parce qu'il y en a des milliers. On peut passer des heures et des heures à parler de neurosciences. C'est un domaine qui est très très large. D'ailleurs, je vous conseille, si vous cherchez à être très instruit, allez-y, vous pouvez chercher dedans. D'accord? Donc, j'ai sélectionné la mémoire. En fait, cette sélection-là, elle n'est pas arbitraire. Je l'ai sélectionnée en fonction des problèmes que vous avez. Parce que les neurosciences, on a vu que cette science, elle est appliquée partout. Sauf dans le domaine de l'éducation. Bizarrement. D'accord? On l'applique en marketing, en économie et tout, mais on ne l'applique pas dans l'éducation. D'accord? Il y a quelques-uns qui ont commencé à faire ça en Europe. Au Maroc, je connais personne qui fait ça, plus ou moins, dans le sens global. On va vous parler de ces mots-là. Tout ce qui est coaching, ils vont vous parler de la cognition, ils vont vous parler de l'hypnose, des PNL, plein de choses. Mais en termes scientifiques, avec des preuves, très peu. D'accord? Donc, on va voir ensemble quelles sont les méthodes pour bien travailler sa mémoire, gérer ses émotions, l'intelligence, et pour moi c'est plus l'intelligence, c'est être intelligent, c'est deux choses différentes, et être attentif. Hein? C'est les problèmes que vous rencontrez. N'est-ce pas? On va commencer par la mémoire. Donc la mémoire, on va commencer par faire un test. 3 secondes pour les voir. Hop, c'est parti. Terminé. Alors, est-ce que vous pouvez vous rappeler maintenant? Oui, Si. 1, 5, 2, 5, 9, 4, 2. Tu vois où là? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Ils sont pas là. Non. Mais tu remets quoi devant toi? L'image. L'image. Donc en fait, quand on a l'image, c'est plus facile pour s'en rappeler. Donc maintenant, avec cette image, elle peut s'en rappeler l'après-midi. Oui, monsieur. Hein? Mais demain, Oui. c'est oublié. Avec l'image, on est de l'ordre. Des fois, on peut arriver sur des images qui sont précises de l'ordre d'une semaine, 2, pas plus. Mais on oublie vite. D'accord? Donc, c'est pas la mémoire qu'on veut. Ok? Donc, celle-là, cette mémoire, on va l'appeler la mémoire procédurale. Non, pardon. On va l'appeler la mémoire à court terme. Pardon. D'accord? La mémoire à court terme. C'est-à-dire, court terme, elle s'efface rapidement. Le deuxième test. Alors, je vais vous demander de regarder des photos. Je vais vous présenter 20 photos. D'accord? Et je vais vous demander de les regarder attentivement et de les mémoriser. Allons-y, c'est très rapide. Voilà, ça a démarré. Attentif, allons-y.
Vous les voyez bien les photos? Oui. Chut, concentrez-vous. C'est bon? Oui. C'est le dernier. C'est bon? Oui. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me les répéter? Non, c'est pas le but. Parce que vous ne pouvez pas les répéter tous. Les connaître tous. Vous avez enregistré un maximum. D'accord? Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est autre chose. C'est pas de les répéter. Donc, on va voir ensemble une nouvelle vidéo. Où on va voir deux photos cette fois. Une photo qui est dans la liste que vous venez de voir et une qui n'existait pas. Donc, à vous de trouver celle qui existe, celle qui n'existe pas, d'accord? Je vous fais confiance, on ne vous contrôle pas. Vous prenez un petit stylo, rapidement. Vous avez droite, gauche. Droite, gauche. Si la photo que vous voyez, l'ancienne, elle est à droite, vous cochez droite. Si vous voyez qu'elle est à gauche, vous cochez gauche. Et on va voir à la fin combien des 20 photos vous avez réussi à s'en rappeler. Ça marche? On démarre. C'est le tigre. Donc vous allez voir une croix qui va apparaître pour vous donner la correction. Donc vous allez rapidement faire le choix. Si vous avez juste, vous notez 1. Si vous avez faux, vous notez 0. Et à la fin, vous aurez le résultat. Ça marche? Allons-y, on démarre. La première, elle ne compte pas, et les autres, surtout les autres. Sans parler entre vous. Dans notre conscient, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans les images? Maintenant, est-ce que tu peux me dire exactement comment ils sont? Qu'est-ce qu'il y a dans les images? Dis-moi ce qu'il y a. Toutes les images. Toutes les images, la plage. La plage, ok. Une petite fille. Petite fille. Une rivière, d'un tigre. D'un tigre. Ne les aidez pas. Basket. Même si on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais notre cerveau, il les a. Donc du coup, on voit plein de choses, notre cerveau voit plein de choses, mais on n'est conscient que du peu. D'accord? Donc c'est un paradoxe, on voit beaucoup de choses, sont enregistrées dans notre cerveau. D'ailleurs, quand vous les avez revues, ça a créé les connexions pour vous dire, celle-là, elle était. Celle-là, elle n'était pas. Donc ici, c'est 20 images. Cette étude, elle a été faite à Harvard, l'université sans doute que vous connaissez, Harvard, aux États-Unis. Et il y avait 3000 images. Pas d'un. 3000. 3000 images. Chacune 3 secondes. Ça faisait à peu près un film de 1h30, 2h. Que les gens regardaient image après image. D'affilée. D'accord? Ensuite, ils ont posé le même questionnement. 2 images, vous choisissez celle qu'il y avait, celle qu'il n'y avait pas. La même chose que vous avez, peut-être ce que vous avez fait. D'accord? À votre avis, le pourcentage de réussite, c'était combien? 1%? 50%? En 3000, hein? Combien? D'autres? Il y en a un qui m'ont dit 1, 50? 50? Hein? Ça va vous étonner, mais c'était 92%. Juste. 92%. Vous imaginez le nombre?
c'est-à-dire le nombre d'images que notre cerveau peut enregistrer. L'exemple, quand vous regardez un film, sans savoir, votre cerveau a enregistré à peu près le même nombre d'images, 3000 voire plus. D'accord? Donc du coup, on n'est pas conscient, on ne sait pas ces images ils sont. Car une vidéo, c'est construit. C'est construit de plusieurs images. Oui. Mais est-ce qu'ils sont où ces images? Ils vont, ils partent. D'accord? Ils vont et ils partent. Dans les neurones. Donc vous avez vu que ce test va nous apprendre quoi? Comme quoi on peut voir plusieurs choses sans s'apercevoir, sans être conscient de ce qu'on voit, et ces choses-là restent dans le cerveau, dans la mémoire à court terme. Donc il y a la mémoire sensorielle, c'est cette mémoire-là qu'on vient d'activer. Elle va retenir une grande quantité d'informations visuelles par contre. Il faut qu'elle soit sous la forme d'images. D'accord? Pendant un temps court, quelques jours, ça marche? Ça fait quelques jours. Ensuite, la mémoire à court terme, c'est la mémoire qu'on a sollicitée au début avec les nombres. On va retenir une phrase, un numéro de téléphone, mais on va le retenir rapidement. Dès qu'on passe à une autre tâche, c'est oublié. Dès qu'on fait autre chose, terminé. D'accord? Ce qu'on appelle la mémoire à court terme. Et bien sûr, la mémoire à long terme. Et c'est celle-là qui nous intéresse en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. C'est là où on va stocker les informations sur le long terme. Donc c'est la conception intuitive de la mémoire. Donc elle n'a pas de limite. C'est une mémoire qui est très grande, on peut stocker plein de choses. Et aussi la durée dans le temps. On peut, vous, aujourd'hui, vous avez des souvenirs quand vous étiez petit. D'accord? Ça date de quinzaine d'années. Vos parents, ils ont des souvenirs quand ils étaient petits, 50 ans après. D'accord? Pas tous les souvenirs, mais on garde plein de choses de nous. Ce qu'on apprend, les maths que je vous enseigne, c'est un souvenir de plusieurs vingtaines d'années. Donc c'est des choses qui s'oublient jamais. Donc vous, la même chose, vous allez construire une mémoire qui restera avec vous tout au long de votre vie. Donc il vaut mieux savoir qu'est-ce que je dois mémoriser et comment je dois le mémoriser. Donc on s'intéresse à cette mémoire à long terme. Elle est coupée en trois grandes parties. La mémoire épisodique. En fait, c'est une mémoire qui va comprendre des souvenirs qu'on a vécus. Une chanson. Je passe, je suis dans un taxi, dans un bus, j'entends une chanson. Elle me rappelle mes souvenirs. Toute la scène va surgir. Je vais regarder même ce qui se passe. Je suis petit, je jouais là, il y avait cette personne, il y avait cette personne. Tous les souvenirs, je vais les visualiser. D'accord? C'est très important ça. Donc la mémoire de l'expérience personnelle, elle fait beaucoup intervenir beaucoup d'émotions. Pour l'enregistrer, c'est des émotions. Il faut que je sois content, je me rappelle ce jour-là j'étais content, ce jour-là j'étais triste. D'accord? C'est des choses comme ça. La mémoire sémantique, c'est elle qu'on veut. C'est la mémoire où on va stocker nos connaissances. Les choses qu'on a apprises en cours. Les choses qu'on a apprises à travers nos parents, notre environnement. Donc ça, c'est la mémoire sémantique. Elle fonctionne par des concepts objectifs. C'est-à-dire que je n'ai pas d'émotion. Quand je vous dis 1 plus 1 égale à 2, est-ce que vous êtes content ou triste? Pas d'émotion. Donc elle est subjective. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle est plus fiable. C'est-à-dire qu'elle va rester dans le cerveau plus longtemps, plus fiable que celle qui est épisodique. D'ailleurs, si je vous pose la question, est-ce qu'on peut diviser par 0? Vous allez tous me répondre? Non. Non. Que ce soit aujourd'hui, ou que ce soit dans 10 ans, ou dans 100 ans. Donc c'est une mémoire qui est fiable. Une fois qu'il y a quelque chose qui est dedans, elle ne s'oublie pas. Donc c'est là où on doit enregistrer les cours, les exercices, tout ça. Ensuite, on a un dernier type de mémoire, qui est la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est une mémoire qui porte sur les habilités motrices, c'est-à-dire nos habitudes. Vous savez tous faire du vélo. Oui. Hein? Oui. Vous
savez tous faire des vélos. Le premier jour, quand vous êtes monté sur vélo, vous connaissez le vélo? Le premier jour, vous savez pédaler tout ça? Vous tombez. Quand vous étiez petit, on était obligé de vous mettre deux roues, hein, pour prendre l'équilibre. D'accord? Aujourd'hui, vous conduisez un vélo ou pas? Hein? Est-ce que vous pensez quand vous mettez les pieds dans le vélo? Est-ce que vous vous dites, bon là je dois pédaler à droite, là je dois pédaler à gauche? Hein? C'est automatique. Quelque chose habituel. Ça devient de l'habitude. Mais ça réside dans ma mémoire. Parce que mon cerveau va se rappeler, il ne va pas me poser de questions. Il va l'exécuter comme si quelque chose qu'il connaît très bien. Il a bien appris ça, il la connaît très bien, il va la poser. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui voit de l'eau devant lui, il y a des gens qui ne peuvent pas résister, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ou bien qu'ils ont soif, leur cerveau va leur dire, buvez une petite bourgette d'eau. Je ne peux pas l'arrêter. C'est ça ce que vous... Je ne peux pas l'arrêter. Parce que si je l'arrête, il va s'énerver. Donc là, il faut faire attention à l'énervement de mon cerveau. Quand on parle d'énervement, souvent on va imaginer des gens mauvais, machin, tout ça. L'énervement, c'est juste un stress, du son qui va être plus fort, des neurones qui vont s'activer encore plus fort, et je serai énervé. Tout simplement. D'accord? C'est mon cerveau qui est énervé, pas moi. Donc si je ne le satisfais pas, mon cerveau, il s'énerve. Ensuite, ils sont basés sur le savoir-faire. C'est-à-dire que je sais pédaler sur une bicyclette, c'est terminé. Tu me donnes cette bicyclette, ou une autre, même programme, il sait le faire. D'accord? Les gens qui conduisent une voiture, vous imaginez si vous conduisez une voiture, et vous êtes en train de vous dire, là, quand je vais tourner, je dois mettre le clignotant à droite. Allez, lève la main et mets le clignotant à droite. Vous n'allez pas percevoir ce qui se passe autour de vous. Quand vous conduisez, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes plus attentif à la route, les passants, tout ça. Mais le mécanisme, tourner, changer de vitesse, freiner, accélérer, tout ça, vous ne pensez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous exécutez directement. Donc c'est cette mémoire-là. Donc ce sont les gestes, tout simplement, habituels. Elle est implicite, qu'on ne comprend pas trop, mais elle est fiable. Et on peut l'expliquer cette mémoire. C'est-à-dire, pour vous, vous le faites en mode automatique. Mais si on vous pose la question, comment vous conduisez le vélo? Votre enfant ou votre petit frère, vous allez lui montrer. Tu prends le pied, tu vas pédaler comme ça. Donc on sait comment l'expliquer. On l'exécute en mode automatique. On ne fait pas attention. Mais si on me demande, je peux l'expliquer. Donc c'est elle qui va conserver le maximum de souvenirs. Mais elle est plus difficile pour stocker dedans. Il faut faire plusieurs fois. Donc c'est ce qu'on appelle le mode automatique. Donc pour terminer sur la mémoire, et d'ailleurs je vois que, vu qu'on a commencé un peu tard et que le temps presse, donc c'est pour ça que bon, les deux autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les reporter. On termine juste sur ce coup de mémoire, d'accord? Les deux autres, donc les deux autres parties, on va les voir la semaine prochaine. Donc il y a deux, s'il vous plaît, gardez 2 secondes, 2 petites minutes, on termine et après vous rangez. Restez concentrés, s'il vous plaît. Donc, quand on a vu les types de mémoire, maintenant on arrive à l'opération de stockage. En fait, c'est l'opération la plus importante. Les informations, ils sont là dans notre cerveau, vous avez plein d'informations aujourd'hui, le neurone, l'encéphale, machin, plusieurs mots, plusieurs choses, plusieurs raisonnements. Mais ces informations-là, j'ai besoin de les stocker. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc le stockage, il apparaît lorsqu'une information contenue dans la mémoire de travail y est entreposée par un processus de répétition. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous voulez travailler votre mémoire, il faut répéter. Il faut répéter. Donc le résumé de cette partie de la mémoire, les gens qui me disent « Ah, j'oublie vite », les gens qui me disent « Ah, j'arrive pas à retenir mon cours », les élèves qui me disent « C'est un peu dur pour apprendre 100 000 choses à la fois ». D'accord? Donc il faut savoir comment je vais faire mon stockage. Comment, à votre avis? Par la répétition. Et
et on va terminer là-dessus. Donc on a deux principaux processus pour entreposer. Notre cerveau, comme il marche avec deux processus de répétition. La première, c'est l'autorépétition d'intégration. C'est-à-dire tout simplement que je vais répéter l'information mentalement jusqu'à l'apprendre. Je vous donne une formule en maths. Ce que vous devez faire par exemple pour l'apprendre et ne pas l'oublier, alors je vais être là devant cette formule, je vais bien la regarder, elle est dans ma mémoire sensorielle, donc dans les émotions, elle est dans ma mémoire court terme. Donc je vais la regarder et je vais me dire, je dois la mémoriser celle-là, parce que j'aurai besoin. D'accord? Donc première des choses, je dois être conscient de ce que je fais, pour que lui il l'enregistre. Deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire? Cette formule, la première fois, je l'ai faite, elle n'est pas retenue. Je la répète une deuxième fois. Vous voyez donc l'intérêt quand je vous fais des rappels de cours. Pour chaque séance, on fait quoi? Un rappel. Pourquoi? La répétition. Parce que quand on répète, on mémorise mieux. Et le deuxième type d'autorépétition, c'est ce qu'on appelle l'autorépétition de maintien. D'accord? L'autorépétition de maintien, c'est tout simplement, on va associer cette nouvelle information à une ancienne. Une nouvelle information, on va l'associer à une ancienne. Je vous donne un exemple concret. On arrive en cours de maths, on fait quoi en premier? Hein? On fait le cours, Oui. n'est-ce pas? On fait le résumé de cours. Oui. Et après, les exercices. Oui. Donc quand on fait le cours, pour l'apprendre, on va utiliser la première autorépétition d'intégration. C'est-à-dire je vais le revoir, le revoir, le revoir jusqu'à ce qu'il soit bien appris. Donc là, il y a de l'information qui est stockée via le premier processus. Maintenant, quand je vais faire les exercices, est-ce que ce sont les mêmes informations que j'ai dans le cours? Je dois pratiquer. Non, la question simple. Répondez-moi à la question. Est-ce que ce sont les mêmes informations que j'ai dans le cours? Non. Non, pas les mêmes. C'est l'utilisation du cours qui va me permettre de répondre à l'exercice. C'est-à-dire la façon comment je vais utiliser mon cours pour répondre aux exercices. Donc les exercices, ils m'apportent de l'information nouvelle. Les exercices, quand on le voit, est-ce qu'on sait le résoudre? Quand on le voit la première fois, quand on ne l'a jamais vu, on ne sait pas le résoudre. Donc c'est de l'information qui est nouvelle pour nous. On ne la connaît pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la liaison avec une information qu'on connaît, notre cours. C'est pour ça que quand je vous pose la question en cours, je vous dis, cette question, quelle partie de cours? Pourquoi? Pour faire cette association, ce lien. Parce que quand on fait un lien, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Vous vous rappelez de l'exemple de la forêt? Quand on a vu tout le début avec les neurones? Quand on va enregistrer quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va créer un chemin. Des branches qui vont se connecter entre eux, là-haut, pour créer un chemin pour aller chercher cette information. D'accord? Donc je suis là, l'information c'est Mohamed. Donc entre moi et c'est Mohamed, il y a 10 000 neurones. Donc 10 000 arbres. Pour que j'arrive du côté de Si Mohamed, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un chemin sur les arbres. D'accord? Donc ce que je fais quand je mémorise, je crée ce chemin. Hein? Vous allez me poser la question, et pourquoi j'oublie? N'est-ce pas? Si le chemin il est là, pourquoi j'oublie? Parce que tout simplement, ce chemin que j'ai créé, ce chemin pour arriver jusqu'à Si Mohamed, si je le laisse dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Sans l'entretenir, ce chemin, cette route, il y a d'autres arbres qui vont se construire. Du coup, est-ce que le chemin est-ce qu'il est visible encore pour moi? Non, le chemin. Donc l'information, elle est toujours dans mon cerveau. Le problème, c'est que moi, j'arrive pas à s'en souvenir. J'arrive pas à trouver le chemin pour aller. Ça vous arrive tous, ce blocage. Quand on est devant un exercice, on sait comment on fait. Je l'ai déjà fait. Je le connais. Vous avez tous ce problème, un jour ou un autre, n'est-ce pas? Oui. Vous vous dites, je le connais.
marcher, il est là. Mais pourquoi j'arrive pas? Parce que j'ai perdu le chemin. Alors, la deuxième partie, quand on va faire des exercices, elle va m'apprendre, au lieu de créer un seul chemin vers cette information, je vais en créer plusieurs. D'accord? Je vais en créer plusieurs. Le premier exercice va m'amener à la relation de Chasles, c'est lui. Deuxième exercice, aussi la relation de Chasles, mais d'une autre route. Troisième exercice, la relation de Chasles, une autre route. D'accord? Donc qu'est-ce que j'ai fait en faisant plusieurs exercices? La relation de Chasles, elle était là. Quand j'ai fait le cours, je la connaissais avec un seul circuit. D'accord? Pour l'apprendre, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le même circuit et je vais repasser encore une fois. Dans le même circuit, qu'est-ce qui se passe? Je le creuse encore plus. C'est la première partie. Donc on va répéter pour que la relation de Chasles soit bien apprise. Maintenant, la relation de Chasles, on l'a appris aujourd'hui. Une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on l'oublie. N'est-ce pas? Il y en a ceux qui vont l'oublier. D'entre vous, il y en a ceux qui l'oublient. Il y en a d'autres qui ne l'oublient pas. Pourquoi? Parce que les autres, ils ont, premièrement, créé plusieurs chemins pour le premier chemin. Donc, ils ont créé le premier chemin, ils sont passés, ils ont revu leur cours le soir, donc ils ont repassé encore dans le chemin, ils ont travaillé, révisé pour l'examen, ils ont repassé dans le chemin, et en plus de ça, ils ont fait des exercices pour créer d'autres chemins. Donc vous voyez l'importance de tout le système qu'on fait. Du coup, si on applique ça, l'information, elle restera le plus longtemps possible tant qu'on entretient ce chemin ou tant qu'on ne crée d'autres connexions. D'accord? Donc là, si on a bien compris ce truc, c'est qu'on va maintenant savoir comment notre mémoire fonctionne. C'est à nous maintenant de faire en sorte qu'elle mémorise bien. D'accord? Donc 2 méthodes simples que je vous donne. Répétez le cours. Répétez-le jusqu'à ce qu'il soit bien acquis. Que je puisse l'expliquer à quelqu'un d'autre. Pour savoir si mon cours, je l'ai bien appris, je vais prendre mon voisin, mon père, ma mère, n'importe quelle personne qui veut m'aider, et je vais lui réexpliquer le cours. Rien. Le but, c'est pas qu'il comprenne lui. Non. Il peut être là, il ne comprend rien, c'est pas un problème. Mais le but, c'est quoi? C'est que moi, je vais créer je vais passer par le même chemin. Du coup, ce chemin deviendra encore plus précis. D'accord? Quand je vais faire des exercices, la deuxième partie, quand je vais faire des exercices, je crée plusieurs chemins. Donc, si vous focalisez que sur le cours, vous ne faites pas d'exercice, vous n'avez qu'un seul chemin. Alors, à votre avis, vaut mieux avoir un seul ou plusieurs? Plusieurs. Donc, ça montre que vous avez bien compris. Donc, maintenant, la mémoire, c'est à vous de gérer. Donc, on s'arrête là, parce qu'après, moi, ce que je voulais vous parler après, c'est de l'attention, parce que ce problème-là, vous l'avez. Bon, on verra ça prochainement.